Alors, c'était la semaine dernière, mais on voulait vous en parler parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Je rappelle l'actu, l'info. C'était les députés NFP, Nouveau Front Populaire, qui ont réussi à faire adopter cette nouvelle taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Une victoire qui est symbolique pour la gauche, puisque, a priori, on le sait, le gouvernement devrait balayer cet amendement quand il s'agira d'adopter le projet de budget d'ici la fin de l'année. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OSCE. On appelle ça l'impôt Zuckman en référence à ce dispositif imaginé par l'économiste français Gabriel Zuckman. Il est censé rapporter 13 milliards d'euros en France en taxant à 2% le patrimoine de ceux qui ont plus de 1 milliard d'euros. Est-ce que déjà ça peut rapporter autant, soit le triple de feu ISF avant que Macron le transforme en impôt sur la fortune immobilière? Alors, c'est une règle de 3 en fait, c'est-à-dire on prend le patrimoine, en tout cas tel qu'on le connaît, des milliardaires. Il n'y en a pas beaucoup des milliardaires en France, un peu moins de 300. Ouais. Donc on a la liste à peu près exacte, en tout cas telle qu'elle est donnée par un certain nombre de journaux comme Forbes ou comme Challenge qui font des palmarès. On prend leur patrimoine, on applique une taxe de 2% et on arrive au chiffre de 13 milliards. 13 milliards. Alors, ça c'est un peu la règle de 3, c'est un peu la théorie. Vous avez eu raison de citer Gabriel Zuckman qui est en fait à l'origine de cette idée, qui avait fait cette proposition pour l'Observatoire de la fiscalité des patrimoines, qui est une ONG européenne, dans lequel il avait fait cette proposition, mais alors proposition qui devait s'appliquer partout dans le monde. Partout dans le monde, sur l'ensemble de la planète, et qui devait toucher à peu près 3000 milliardaires, les 3000 milliardaires de la planète. Bon, le dispositif, il pourrait fonctionner à l'échelle mondiale. Oui. Évidemment, quand il est appliqué dans un seul pays, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, pourquoi c'est plus compliqué? C'est plus compliqué parce qu'on peut imaginer que quand vous êtes milliardaire et qu'on va taxer au-delà de 1 milliard vous barrez, quoi. Patrimoine, vous prenez Bernard Arnault avec un patrimoine qui est de, je ne sais plus, 150 milliards d'euros, si ma mémoire est bonne, ou un peu plus. 2% de ces 150 milliards, ça représente 3 milliards d'euros. Tous les ans. Tous les ans. Et donc, c'est une incitation très forte à aller vous installer. Voilà. Comme personne, d'ailleurs, c'est ce que dit le gouvernement, aucun autre pays dans le monde ne fait cette taxe à 2%. Donc, c'est vrai, ça, factuellement, quand le gouvernement dit que ça n'existe nulle part ailleurs. Alors, voilà. Et la proposition de Gabriel Zuckman était de dire qu'il faut la faire partout dans le monde, ou en tout cas sur un ensemble de pays suffisamment grand. Sauf que les Américains ne veulent pas, les Anglais ne veulent pas, et donc... Voilà, pour qu'en mettant une exit tax pour les gens qui partiraient, on puisse éviter une fuite devant cet impôt qui serait très forte. Bon, là, le mettre uniquement en France, et d'ailleurs, ce n'est pas dans l'amendement proposé par le Nouveau Front Populaire, sans exit tax, en fait, le rendement, il ne sera pas du tout celui-là. Alors, ça, c'est le premier problème. Il y a un deuxième problème. Constitutionnel. Est-ce que alors ça, c'est un troisième problème, effectivement. Donc, mais on va en parler. Mais avant de parler de constitutionnel, il y a quand même un autre problème important, qui est qu'est-ce qu'on appelle le patrimoine. Alors, voilà, le palmarès que fait Forbes, qui est en substance la source d'information qui est utilisée, alors recoupée avec d'autres sources, mais c'est la source d'information. C'est le patrimoine financier. Alors, c'est une estimation du patrimoine financier, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le patrimoine financier ? C'est assez compliqué, parce qu'évidemment, quand vous prenez Bernard Arnault, c'est pas lui qui a fait cette déclaration à Forbes en lui disant voilà, mon patrimoine... Ça se trouve, en fait, ils ont encore beaucoup plus que ce qu'on ne croit. C'est ça votre point ? Soit beaucoup plus, beaucoup soit beaucoup moins. Soit beaucoup plus, mais déjà dans des tas d'endroits dans le monde, donc pas forcément avec une personnalité juridique identifiée qui le ramène à ce patrimoine. Voilà, ça c'est une évaluation qui est faite en fait du patrimoine financier contrôlé par Bernard Arnault au sens de Forbes, mais c'est pas ce qui est forcément applicable sur le plan de la législation fiscale en France. Et du coup, c'est ça. Alors, puis il y a ça, puis il y a tout un tas d'autres questions de valorisation, par exemple, de ce patrimoine qui est valorisé par Forbes, une espèce de fair value, c'est-à-dire quelque chose qui représente la valeur courante si on vendait tout ce patrimoine aujourd'hui, mais sur le plan juridique, ça serait peut-être très différent parce qu'il y a des éléments de patrimoine qui peuvent être valorisés complètement différemment. On va intégrer aussi les dettes, ce qui n'est pas intégré par Forbes. Donc on va aboutir à une image qui sera complètement différente. Et donc le potentiel fiscal n'est pas du tout le même. Et puis ensuite, dernier problème, la notion d'impôt confiscatoire. Alors, est-ce qu'on est dans le cas d'un impôt confiscatoire ?
C'est une question qui se pose. Elle n'est pas très claire. Est-ce qu'ils payent déjà des impôts? Pardon, ces milliardaires-là, je parle sous votre contrôle. Alors, ils payent déjà des impôts. Le constat initial de Gabriel Zucman, c'est de dire, d'abord, on estime mal le patrimoine de ces milliardaires, en tout cas fiscalement. Donc l'administration fiscale sous-estime le patrimoine des milliardaires, d'une part. Et puis d'autre part, quand on fait le total de la taxation de ces milliardaires... En pourcentage de leur patrimoine. En euros, parce qu'en euros, ils payent énormément, mais en pourcentage... On arrive à des taux qui sont extrêmement faibles. Genre quoi? Genre, en France, ce que payent en taux d'imposition les milliardaires? Si on inclut l'impôt sur les sociétés implicitement, des taux qui sont inférieurs à 20% sur l'équivalent en revenus que ce patrimoine apporte. J'ai rien compris. Alors, vous avez un patrimoine, ouais. Imaginez. Quel est votre patrimoine, David? J'ai un peu d'immobilier, mais okay. un extraordinaire. Hein. Très bien. Donc, ce patrimoine immobilier, il vous rapporte un revenu, ou si vous êtes propriétaire, il vous évite d'avoir à dépenser un loyer. Ouais. Donc, on peut considérer que ça, pour vous, c'est une forme de revenu. Et donc, on peut vous taxer. Si c'est une résidence secondaire dans laquelle on va, il n'y a pas de revenu. Hein. Si, parce que si vous alliez dans cette résidence secondaire, vous devriez payer l'hôtel. Oui, mais quand on est chez soi, on n'a pas à louer un truc quand on va chez soi. C'est ça. Mais c'est quand même spécieux comme façon de raisonner. Le fait que vous soyez propriétaire vous exonère d'avoir à vous payer un loyer, et donc du coup... Oui, mais on rembourse un crédit. Hein. Oui, si vous voulez, mais on va compter votre patrimoine net de vos dettes. Ok. Donc on compte votre patrimoine net de vos dettes, on vous impute un revenu, et on regarde quel est le taux d'imposition que vous avez par rapport à ce revenu, qui peut être un revenu fictif. Alors, pour vous, ça vous paraît un peu bizarre de compter comme revenu fictif votre revenu de... Moi, j'aime bien les revenus quand ils sont tangibles, pas quand ils sont fictifs. Mais imaginez que vous soyez milliardaire. Oui. Vous n'allez pas toucher des dividendes sur votre patrimoine de milliardaire, tous les ans ou tous les mois. Vous allez réutiliser ces dividendes pour les réinvestir et faire augmenter votre patrimoine. Mais donc, du coup, vous n'avez jamais de revenus. Donc, si on regarde par rapport à votre revenu, on va dire, en fait, vous êtes beaucoup taxé par rapport à ce que vous avez comme revenu. On est taxé Sauf que sur vous le avez flux, mais pas sur le stock. Vous avez un revenu implicite qui est constitué des plus-values que vous recapitalisez dans des structures juridiques. Mais qui ne sont pas frappées à l'impôt comme elles ne sont pas versées. Qui ne sont pas frappées à l'impôt ou qui sont frappées à l'impôt sur les sociétés avant de ne pas être versées. Voilà. Et donc, si on neutralise cette recapitalisation implicite que vous faites et qu'on considère que vous avez un revenu, même s'il n'apparaît pas dans votre portefeuille, mais un revenu qui est lié à ce patrimoine, on peut calculer un taux d'imposition sur votre revenu augmenté. D'accord ? Si on résume ce qu'on vient de dire là jusqu'ici, ce qu'on a dit jusqu'ici, on dit quoi? On dit que donc cette taxe à 2%, on est la seule sur les milliardaires. Il n'y a aucun pays dans le monde qui le fait à part la France. Et donc les milliardaires ont, par rapport à ce revenu augmenté, un taux d'imposition qui est extrêmement faible. Oui, c'est ça. La conclusion, c'est ça. Vous avez un taux d'imposition qui va marginalement être à 65% pour les millionnaires et qui va tomber à 20% pour les milliardaires. Donc voilà. Voire moins. Et donc, dans un souci de justice fiscale, il y a donc cette taxation à 2%. À 2%, mais attention, ce n'est pas 2% sur le revenu, c'est 2% sur le rendement, sur le patrimoine. Sur le patrimoine, exactement. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un rendement moyen de 2% par an de votre patrimoine, ces 2% représentent une taxation à 100%. Exactement. Et c'est là que va apparaître la notion de confiscatoire. C'est-à-dire, est-ce que le fait de payer cette taxe de 2%, par exemple, vous oblige à avoir votre patrimoine qui diminue dans le temps? Alors, c'est pas évident parce que le rendement sur le patrimoine de Bernard Arnault, il est loin d'être de 2%, il est bien supérieur à 2%. Et donc, si on le taxait à 2%, cette taxation ne conduirait pas à cette diminution de patrimoine. Mais pour certains milliardaires, ceux qui ont des problèmes, vous voyez, Elon Musk qui perd beaucoup d'argent avec Twitter, X, à ce moment-là, pourrait avoir un patrimoine qui diminue et cette diminution serait accentuée par l'impôt. Bon. Et donc on pourrait considérer que c'est confiscatoire dans ce cas-là. Voilà. Donc potentiellement confiscatoire, aucun autre pays à part la France le fait. Donc potentiellement, des milliardaires pourraient se barrer ailleurs. Alors non seulement des milliardaires pourraient sortir du pays, mais surtout, en fait, on pourrait se rendre compte que Bernard Arnault a déjà anticipé ce genre de choses en ayant une partie de son patrimoine qui est déjà localisée à l'étranger. Et donc à ce moment-là, le patrimoine financier taxable au sens de la législation française est peut-être bien inférieur à celui que Forbes estime. En fait, il y
il n'y a pas, de ce point de vue-là, une évaluation très précise qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, on sait que le gouvernement aura la main, on le sait, sur le texte final du budget qui devrait passer logiquement, sauf surprise, via le recours à l'article 49.3. Donc cette taxe, a priori de 2% sur les milliardaires, ne verra pas le jour. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'était de se dire, voilà, on entend ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, dire cette taxe, c'est le meilleur moyen, voilà, de faire fuir ceux qui peuvent investir dans notre pays. Ma question, au-delà de l'aspect technique qu'on a évoqué ensemble, Xavier, c'est de savoir si vraiment c'est nuisible, c'est néfaste ou pas pour l'économie française de faire fuir les entrepreneurs, les riches, sur le long terme. Est-ce que ce n'est pas contre-productif? C'est une question que je pose, ce n'est pas un point de vue, de faire partir ceux qui créent de la richesse et qui innovent. Pour répondre directement à cette question, je pense que c'est un mauvais argument. Et c'est là que le fait de le mettre sur la table de la part du NFP est assez malin, parce qu'ils le mettent sur la table, ils disent ça pourrait rapporter 13 milliards, on va leur dire en fait on ne va pas le faire, donc c'est comme si on renonçait à 13 milliards de recettes. Et l'argument qui est avancé par le ministre du Budget est un argument qui, à mon avis, est assez contestable. Bon, donc 300 milliardaires en France, leur fortune est déjà faite, ce ne sont pas des entrepreneurs. Les entrepreneurs milliardaires en France, ça n'existe pas. C'est des entrepreneurs ici... si tant est que ce soit des entrepreneurs, parce que beaucoup sont... Et faire fuir les riches qui ont des maisons, qui font travailler des gens, etc. Le ruissellement, on n'y croit pas alors? Non. Le fait que ça puisse bénéficier... Le ruissellement, on n'y croit pas. Deux, ça concerne des gens qui ont déjà accumulé beaucoup de patrimoine. On peut douter de la possibilité d'arriver à taxer effectivement ce patrimoine, mais pensez que si on mettait une taxe, on aurait un effet très négatif sur l'économie française. Ça me paraît un raisonnement qui ne fonctionne pas. C'est là que la proposition est plutôt astucieuse, parce que c'est un exercice un peu rhétorique et théorique, en l'occurrence cette taxe, parce que tout le monde sait qu'on ne la mettra pas en place. Tout le monde sait que si on la mettait en place, elle aurait un rendement quasiment nul. Donc en fait, on est juste dans le monde un peu rendement quasiment nul parce que parce que en fait, la base qu'on peut taxer ne serait pas du tout celle-là, et qu'il y aurait des dispositifs d'évasion fiscaux très faciles à mettre en place. Il y a des conventions fiscales entre la France et des tas d'autres pays qui feraient qu'il y a de toute façon des tas de trous qui seraient créés, et donc on n'a pas d'exit tax, et donc du coup, voilà, on arriverait à un rendement qui est nul. Mais ça n'aurait pas d'impact sur l'économie française, parce que voilà, je veux dire, là c'est la question de savoir où est-ce qu'on est résident, où est-ce qu'on fait résider son patrimoine. C'est pas du tout l'endroit où vous avez une maison. Je veux dire, vous n'allez pas brusquement vous mettre à avoir votre maison de vacances sur la mer du Nord plutôt qu'à Cannes, parce qu'il y a cet impôt sur le patrimoine financier. Je veux dire, si votre résidence de vacances est en Corse ou à Cannes, c'est parce que vous aimez la Corse, et c'est pas parce que vous êtes milliardaire. Je veux dire, vos milliards, ils sont ailleurs. Le patrimoine qui est représenté par votre villa, même si elle est extraordinaire, il est plutôt en millions d'euros qu'en milliards d'euros. Donc, vous voyez, votre yacht, il est déjà ailleurs qu'en France. Enfin, donc, de toute façon, ça ne changerait rien. Très probablement. Et pour que ça change, dans la façon de consommer, dans la façon de résider, de toute façon, des milliardaires. Donc, comme ça ne changerait rien... on n'aurait sans doute pas beaucoup de rendement, pas beaucoup de... Donc c'est la fausse bonne idée. C'est pas que c'est une fausse bonne idée, c'est une idée qui permet juste de mettre dans le débat. Si on taxait les riches, on aurait 13 milliards, et le gouvernement, la droite, sont contre la taxation des riches, et donc ils sont dans le camp des riches. Donc ça permet d'alimenter... C'est de la popole, quoi. Un peu, oui, un peu. En tout cas, le seul moyen que ce principe de taxe, qu'il dit Zuckman, n'est possible qu'au niveau mondial, son architecture à cette échelle-là n'est pas encore trouvée. C'est Pascal de Saint-Amance, qui est bien connu à l'OCDE pour les questions de fiscalité, notamment sur l'impôt sur les sociétés, qui a dit ça. Ça revient à ce qu'on disait. Il faut que ce soit fait pour que ça fonctionne à l'échelle de la planète, sauf qu'aucun pays n'en veut. Voilà, et sachant que si on faisait quelque chose déjà sur l'impôt sur les sociétés, on pourrait augmenter significativement la taxation des milliardaires, parce que, évidemment, les milliardaires, potentiellement, bénéficient beaucoup des trous dans la fiscalité des entreprises, en pouvant localiser certaines entreprises dans des pays où la fiscalité des entreprises est elle-même très faible. Donc, c'est probablement plus la priorité d'aller... Fiscalité qui va baisser, d'ailleurs, sous Trump, on va en parler juste après. Voilà. Sous Trump, la fiscalité sur l'impôt sur les sociétés va baisser. Et c'est sans doute quelque chose qui devrait être plutôt prioritaire sur l'agenda de la négociation mondiale sur la fiscalité, que la question des milliardaires. Allez, merci beaucoup. Point de vue explication signé Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.